Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des éditions du Cherche Midi, présentent Retour à Whistle Stop de Fanny Flagg, interprétée par Sarah Louis. Prologue. Gare terminus de la L&N. Birmingham, Alabama, 29 novembre 1938, 8h10. Il faisait froid par ce matin de novembre. Sous un soleil radieux, la verrière inondait de reflets chatoyants la grande gare dallée de marbre blanc. Des voyageurs arrivaient à bon port, d'autres se préparaient au départ. Les porteurs empressés chargeaient des piles de bagages sur leurs chariots et se croisaient à vive allure. S'ajoutant au crissement des trains, de joyeux bavardages se réverbéraient dans le bâtiment qui ressemblait à une ruche en effervescence. Sur le quai numéro 7, le croissant d'argent qui reliait la Louisiane à la côte est des États-Unis était prêt à accueillir les passagers de Birmingham. Arthur J. Hornbeck et son épouse Frances montèrent vite à bord. Comme chaque année, ils partaient à New York faire leurs achats de Noël. Frances s'engagea gaiement dans l'allée centrale. Elle tenait à bout de bras 6 grands cartons ronds à chapeau, 3 de chaque côté, qui rebondirent sur la tête de quelques voyageurs endormis. Son journal plié sous le coude, Arthur la suivait prudemment à distance. Une dizaine de minutes plus tard, une fois ses cartons bien rangés et son manteau de fourrure soigneusement suspendu dans la penderie du compartiment, Frances put enfin s'asseoir, se détendre et admirer le paysage. Elle reconnut au dehors le passage à niveau de Whistle Stop et remarqua près de la voie ferrée un petit garçon blond et souriant, vêtu d'une salopette décolorée, qui saluait de la main les passagers du train. Frances Hornbeck avait un fils du même âge environ, et, souriant, elle aussi, elle fit signe au garçon, qui la vit et se mit à courir sous sa fenêtre avec une expression joyeuse. Il continua ainsi, aussi vite et longtemps que possible. Elle l'observa un moment, lui et son petit chien, qui disparurent bientôt au loin, tandis que le train reprenait de la vitesse. Elle réfléchit un instant, puis se tourna vers son mari avec un air soucieux. « Arthur, je crois qu'il lui manquait un bras à ce garçon près du passage à niveau. »« Bigre, dit-il, sans lever les yeux de son journal. » Frances soupira, s'adossa à son siège et se mit à croiser et décroiser son triple rang de perles. « Quelle tristesse, poursuivit-elle. Il n'avait pas plus de 7 ou 8 ans et il était si mignon. Et quel joli sourire, si tu avais vu ça. Que Dieu le protège, ce petit cœur. Mon cousin Charles est né sans petits doigts à chaque main, mais enfin tout un bras. Je me demande ce qui a pu arriver à ce gamin. » Arthur leva enfin les yeux. « Comment ? » ?»« Je me demandais pourquoi ce gosse n'avait qu'un bras, ce qui avait pu lui arriver. » Arthur, que les évidences n'effrayaient pas, répondit « Ah, il a dû se passer quelque chose. » La scène n'avait duré que quelques secondes. Pourtant, toutes les années suivantes, lorsque le train approchait du passage à niveau de Whistle Stop, Frances Hornbeck devait chercher le jeune garçon du regard. Elle se penchait vers la fenêtre et étudiait les environs dans l'espoir qu'il réapparaisse. Et comme il ne revint jamais, elle demanda chaque fois à son mari « Arthur, qu'est-ce qu'il est devenu, à ton avis, le petit blond qui n'avait qu'un bras ?» Aucune idée. Shérif Grady Kilgore, Whistle Stop, Alabama, 24 janvier 1991. Grady Kilgore, un grand costaud au torse épais, avait été le shérif de Whistle Stop jusqu'en 1958, date à laquelle il s'était installé dans le Tennessee avec son épouse Gladys. Aujourd'hui septuagénaire, il était descendu de Nashville avec son petit-fils et, depuis la voie ferrée, regardait le Whistle Stop Café complètement délabré.
Dans la rue, les bâtiments voisins étaient recouverts de vignes vierges, au point d'être méconnaissables. Il indiqua l'un d'eux. Ça, c'était la poste où travaillait Dot Wims, et le café était là, à côté du salon de coiffure d'Opale, où ta grand-mère se rendait tous les samedis matins. Grady constata avec tristesse combien les lieux avaient changé depuis sa dernière visite. La vieille route qui menait à Birmingham était à présent abandonnée au profit d'une autoroute à 6 voies et, pour l'essentiel, la petite bourgade s'était transformée en décharge. Des épaves de voitures et de camions rouillaient le long de la voie ferrée. Le sol était jonché de canettes de bière et de bouteilles de whisky vides. Grady remarqua aussi, malheureux signe des temps, quelques seringues et pipes à crack disséminées. L'église baptiste, dans laquelle il allait chaque dimanche écouter les prêches du révérend Scroggins, tombait presque en ruine. Les vitraux étaient brisés, les bancs avaient été retirés et vendus. Il ne restait plus de la ville que quelques maisons, dont celle de la famille Threadgood, qui tenait à peine debout. Des vandales avaient presque tout détruit. Grady se tourna vers son petit-fils et lui dit en hochant la tête « Quand je vois ce que c'est devenu, ça me rend malade. Whistle Stop n'a jamais été un endroit à la mode, mais au moins c'était propre. Il n'y avait pas ces ordures partout. La maison des Threadgood est recouverte de graffitis, et elle n'a plus de vitres aux fenêtres. On ne dirait pas à la regarder, mais c'était la plus jolie de toute la ville. J'ai beau essayer, je n'arrive pas à comprendre comment elle a pu se dégrader comme ça. J'ai entendu dire que les terrains avaient été vendus et qu'on allait tout démolir pour construire à la place une fabrique de pneus. » Il jeta un dernier coup d'œil sur la rue et poussa un soupir. « Je me demande pourquoi le café est en si mauvais état. Cela n'est pas normal. On allait y manger comme chez de bons amis. Les 2 filles qui s'en occupaient, E.G. Threadgood et Ruth Jamieson, étaient formidables. Tu les aurais adorées. D'ailleurs, toute la ville mangeait là, les employés du chemin de fer et leurs familles. Le jour de Noël, E.G., Ruth et Sipsy, la cuisinière, repassaient leurs plus belles nappes et on y allait tous ouvrir nos cadeaux et chanter des cantiques. Grady lâcha subitement un sanglot. Se détournant, il sortit un mouchoir de sa poche et se moucha d'un air contrit. « Excuse-moi, mon petit. Oh Seigneur, je ne devrais pas revenir sur le passé. Mais on a vécu de si bons moments avec elle. Buddy, le fils de Ruth, a grandi dans l'arrière-salle. Le pauvre gosse, il n'était pas beaucoup plus vieux que toi quand il a perdu un bras. » Grady plia soigneusement son mouchoir, le remit dans sa poche et ajouta « Il y a quelques années, le jour de Noël, ta grand-mère et moi avons rendu visite à Opal Butts à Birmingham. Pendant qu'elle préparait le dîner, je me suis éclipsée pour faire un tour ici. Je me trouvais exactement à l'endroit où nous sommes et, tu ne me croiras peut-être pas, mais j'ai soudain entendu un air de piano et des rires. Cela venait du café qui était condamné. J'ai bien regardé partout et il n'y avait personne. Pourtant, je te jure que je n'ai pas rêvé. Qu'est-ce que ça pouvait être ?» Le petit garçon frotta ses mains l'une contre l'autre et répondit « Je ne sais pas, grand-père. Si on y allait maintenant, je commence à avoir froid. » Dot Wims, Whistle Stop, Alabama, 1935. Dot était aussi sympa qu'elle aimait bavarder. Plus jeune, elle aurait souhaité embrasser une carrière littéraire comme son idole Edna Ferber, mais à l'âge de 17 ans, elle était tombée amoureuse de l'homme de ses rêves. Elle avait donc épousé Wilbur Wims et oublié ses ambitions. Cependant, elle ne manquait pas d'humour et déclarait à qui voulait l'entendre que même si elle n'était pas une célèbre romancière, elle n'en restait pas moins une femme de lettres, puisque, non contente de tenir à elle seule le bureau de poste de Whistle Stop, elle rédigeait et publiait chaque semaine un bulletin dans lequel elle racontait tout ce qui se passait en ville. « Pas de ragots, mes amis, rien que les faits », assurait le bandeau. Ce matin-là, elle venait de distribuer sa dernière fournée et tout Whistle Stop la lisait.